Nickel. Allez, bah écoutez, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus en cette semaine de vacances pour ce conseil municipal un peu rapproché du dernier, mais l'objectif, vous vous rappelez, c'était principalement de parler de la convention ORT, dont on va longuement parler ce soir, j'espère. Et puis du coup, on en a profité pour mettre quelques points à l'ordre du jour, surtout des délits RH et puis une Urba, parce que du coup, le conseil municipal du 11 mai, étant plutôt une date plutôt pas très favorable, sera annulé. Et le prochain conseil municipal, notez-le d'ores et déjà, je pense que vous êtes au courant, je ne sais pas si Paul vous a fait un mail, ce sera le vendredi 9 juin à 18h30. C'est le conseil municipal obligatoire dû aux élections sénatoriales qui auront lieu en septembre. Donc tous les conseils municipaux de France se feront ce jour-là, à cette heure-là. Donc je rappelle, ça sera un vendredi 9 juin à 18h30. Voilà. Allez, je vous propose qu'on démarre. On va nommer un secrétaire de séance ce soir. La dernière fois, c'était Florian Grenier. Eric, Glénat, tu te mets, hein, bah, comme d'habitude, être avec nous, c'est tout. Et puis on se débrouille. Et tu valideras enfin, tu sais, bon, voilà, c'est pure formalité. Merci Eric. Allez, on démarre par le compte rendu. L'appel. Donc, Cantonné Gérald, présent. Dolores Adamski. Présente. Florian Grenier. Présent. Anne Drogo, pouvoir à Dolores Adamski. Brahim Sadi. Alain Fernandez. René Martin. Pascal Lubin. José Dos Santos. Sébastien Magnier, pouvoir à Brahim Sadi. Damien Vinciguerra, pouvoir à Florian Grenier. Laetitia Serpaggi, absente. Éric Glénat. Franck Présumé. Clotilde Berthier. Stéphanie Bessé. Pas de nouvelles, donc absente. Sébastien Ginesté, absent. Cédric Augier, absent. Charles Banquiri. Cluzel Nicole. Robert Pazero. Jean-François Rimémeil, pouvoir à Franck Présumé. Didier Demzuc, pouvoir à moi-même. Julie Ladré, elle vient juste de nous envoyer un SMS qu'elle ne sera pas là. Elle est coincée au travail, donc elle sera absente. Elle n'a pas eu le temps de nous envoyer un pouvoir. Yann Guély et Orlane Fanger. Parfait, le quorum étant atteint, nous allons donc pouvoir délibérer. Merci à vous pour votre présence ce soir. On démarre par donc l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 23 mars. Est-ce que vous avez des questions sur le compte-rendu du 23 mars? Pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le compte-rendu de la séance du 23 mars est adopté. Merci. Je vais vous faire la lecture comme habituel, le compte-rendu des décisions. Vous m'arrêtez si vous voulez des questions, si vous avez des questions. Alors, la signature d'un contrat de cession de droit d'exploitation d'un spectacle pour une représentation du spectacle MB4 le 26 mars. La signature d'une convention de mise à disposition à titre gratuit des équipements sportifs avec des associations et organismes non sportifs tulinois et des associations extérieures à Tulin. Donc ça, c'est pas qu'on va mettre à disposition, juste une petite explication, on va pas mettre à disposition gratuitement nos structures, c'était juste dans le cadre de l'AFPA, on en avait parlé lors du conseil municipal, c'était une promotion pour accompagner une dizaine de jeunes vers l'emploi. C'était une convention avec l'AFPA, la salle au gymnase, la salle, oui, Chantal Mauduit, au gymnase. Voilà, donc l'idée c'est qu'on passe une convention pour éviter à chaque fois de repasser une délibération spécifique. Mais le but n'étant pas de mettre à disposition gratuitement nos structures aux associations extérieures sans qu'il y ait un but honorable. L'engagement, alors deux décisions, hein. L'engagement pour l'achat donc d'un columbarium de 12 cases, à la fois donc pour le cimetière de Tulin et un pour le cimetière de Fur. L'acquisition d'un véhicule pour le transport de personnes et de matériel. Donc là, vous allez avoir quelques décisions qui ont été prises suite à l'arbitrage budgétaire, donc, enfin suite au budget voté d'investissement. Donc c'est le fameux minibus pour transporter nos seniors. On aura l'occasion d'en reparler, que nous récupérons lundi.
La signature d'un devis pour une mission préalable donc à de la maîtrise d'œuvre, hein, pour la mise en accessibilité des 11 sites sur la commune de Tullin. Donc on en avait parlé au dernier conseil municipal. Eric nous demandait où on en était de la mise en accessibilité. Donc la mission de maîtrise d'œuvre vient d'être lancée. L'acceptation d'une proposition et d'engagement donc de la SARL Probessis, donc pour la refonte du site internet, refonte complète. La signature d'un devis pour l'acquisition d'une tondeuse pour les espaces verts, tondeuse qui est arrivée hier et qui fait le bonheur de nos services techniques qui jusqu'à maintenant avaient une tondeuse qui avait plus de 20 ans. Donc, une tondeuse, c'est vieux 20 ans. Voilà, donc ils sont ravis de l'achat et en plus on a économisé 5 000 € hors taxe par rapport à ce qui était prévu au budget. La signature d'un devis pour l'acquisition du... Pardon, je reparle de la tondeuse, décidément. L'engagement donc pour la reprise des concessions au cimetière de Tullin et de Fur pour l'année 2023. Chaque année, nous faisons ça. L'accompagnement à l'adaptation et à la refonte du régime indemnitaire. Cette année, en 2023, il faut retravailler le RIFSEP. Pour ceux qui connaissent, donc c'est le régime indemnitaire des agents. Donc on sera accompagné par un bureau d'études, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, en RH. Et enfin, la demande de subvention donc, auprès de l'État pour la mission de maîtrise d'œuvre donc, concernant le projet de requalification urbaine et paysagère de la place Docteur Valois et de la rue Général de Gaulle, donc au titre du Fonds vert et dans le cadre de sa thématique renaturation des villes et des villages. Voilà pour les décisions. Est-ce que vous avez des questions ? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au gros sujet du jour et au très important sujet du jour, concernant donc cette première délibération qui concerne donc l'opération de revitalisation territoriale multisite. C'est une convention avec la CAPV qui donc autorise la signature de cette convention cadre dite chapeau avec Action Cœur de Ville, la commune de Voiron, et Petite Ville de demain, la commune de Tullin. Ça sera la première délibération. Je vous parle de la deuxième délibération et puis après on déroulera toute une présentation et puis des échanges dans la foulée. Et on aura aussi après la convention cadre Petite Ville de demain, donc Valin ORT, opération de revitalisation territoriale, pour la commune de Tullin. Voilà, c'est l'autorisation de la signature de cette convention cadre. Pour information, ces deux conventions seront signées le 26 mai, le vendredi 26 mai, de 15h à 16h30 à la maison de projet, avec la présence du préfet, bien sûr. Donc c'est une date très importante parce que le préfet ne se déplace pas souvent dans les communes et quand il se déplace, c'est plutôt bien qu'il découvre le travail qui a été fait à la fois par les élus et par les agents. Donc c'est plutôt un honneur que le préfet vienne à Tullin. Et il y aura même une déambulation parce qu'il souhaiterait voir un petit peu les projets, vous allez voir, dont on va parler là dans ce qui a émergé de tout le travail qui est sorti de notre réflexion Petite Ville de demain. Voilà, donc il y aura ces deux délibérations qu'on votera tout à l'heure, si vous en êtes d'accord, et on va démarrer la présentation, parce que je pense qu'il est important de passer un peu de temps là-dessus, parce qu'un gros travail a été fait depuis septembre 2020, à l'époque où on se retrouvait ensemble pour parler, quand on avait signé la convention Petite Ville de demain. On avait dit, au bout de la signature de cette convention Petite Ville de demain, on aura une convention... c'est l'astreinte. Donc oui, on parlait qu'on signerait une convention ORT à la fin, et on y arrive. Ce sera le 26 mai. Donc on va rebalayer avec Amandine. Je remercie Amandine Desserriers d'être là ce soir une fois de plus, notre chef de projet Petite Ville de demain, qui nous accompagne, et pas qu'elle, parce qu'il y a vraiment tous les agents se sont mobilisés sur le sujet. Donc à travers votre présence ce soir, moi je tenais à remercier sincèrement tous les services qui se mobilisent sur ce projet plutôt très intéressant pour la commune. Donc ce soir on va faire un petit récapitulatif de tout ça. Alors l'idée c'est pas que je déroule tout, c'est que si vous avez des questions au fur et à mesure, il faut les poser. Et on tentera d'y répondre, soit moi, soit Amandine. Alors un petit rappel sur la méthodologie et donc la gouvernance. Ah pardon. Oui, pardon.
Ils n'ont pas signé en fait la convention. Alors, en fait, les signataires de la convention, on a l'interco, le département, la commune et l'État, donc la préfecture. Ça, c'est les signataires des conventions. Maintenant, ça n'empêche pas, et bien au contraire, que les financeurs soient... Voilà. Mais la région ne signe pas les conventions ORT. D'ailleurs, information aussi importante, le département n'est pas obligé de signer la convention. La signature est obligatoire, entre guillemets, tripartite, c'est CAPV, enfin interco commune, parce que c'est un binôme qui a été labellisé, et avec l'État. Et le département peut ou ne pas se joindre, et nous, le département a choisi de se joindre aux 14 conventions Petite Ville de demain de l'Isère. Voilà, et ça n'empêche que la région, comme vous le verrez dans le plan de financement de la place Docteur Valois, sera présente. Donc, sur un peu de méthodologie, le rappel de la méthodologie. Donc, une démarche qui a suivi des étapes d'élaboration d'un projet, diagnostic, enjeu, projet, action. Voilà, des instances techniques et politiques qui ont permis donc à chacun de s'exprimer au bon moment et au bon endroit. Voilà, donc vous avez à chaque étape ce qui a été mobilisé, donc un comité technique qui à chaque fois, chaque réunion, que ce soit les comités techniques ou les comités de pilotage, souvent le salon des mariages était aussi rempli que ce soir. Donc il y a eu une réelle mobilisation des partenaires de l'État. Alors je ne les citerai pas tous, mais, parce que déjà je ne me rappellerai pas, mais ils ont vraiment suivi, voilà, chacun est intervenu au bon moment. Le comité technique, c'était les partenaires. Le comité de pilotage, on avait surtout des décisions politiques, donc là aussi, le président de la CAPV était présent à chaque fois, les vice-présidents étaient là aussi, les élus de la commune étaient là, et puis le comité restreint, qui était composé de moi-même, Dolores, Florian, René et Clotilde. J'ai oublié personne? Ah, et Stéphanie Bessé, pardon, qui n'est pas là. Oui, exactement. Donc l'idée, c'était que chaque groupe soit représenté. Et donc, c'est réuni, 6 réunions, et a pu, comme c'est marqué, valider les étapes et permettre d'alimenter tout ça. Et enfin, on a eu le conseil municipal où il y a eu des présentations de où on en était à chaque fois. Ensuite, donc l'ORT et donc son articulation avec PVD. Donc l'objectif, c'est de faciliter donc la mise en œuvre de la stratégie de revitalisation qui a été élaborée grâce à PVD. C'est donc ça, cette fameuse ORT, convention ORT, c'est pour mettre en œuvre tout ce qui est sorti, on va dire, des études PVD. Donc les avantages, c'est que ça va offrir des outils spécifiques d'intervention qui soient à la fois pédagogiques, mais aussi coercitifs, comme le droit de préemption des fonds de commerce, le permis d'innover, la suspension de la CDAC pour l'installation des commerces qui sont en concurrence avec le centre-ville. Voilà, donc c'est vraiment intéressant cette convention ORT parce qu'elle va vraiment faciliter la mise en place des projets qu'on aura identifiés au cours de l'étude PVD. Alors, pour comprendre un petit peu, parce qu'on parle de convention ORT pour Tullin et on parle aussi de convention dite chapeau du Pays Voironnais. Donc, tout simplement parce qu'il ne peut y avoir qu'une seule ORT par EPCI. Voiron en a déjà une dans le cadre de Action Cœur de Ville. Et donc, cette convention dite chapeau permet d'individualiser les conventions à la fois pour nous, Petite Ville de demain, et pour Action Cœur de Ville. Mais surtout, l'objectif, c'est que les projets qui seront développés dans le cadre de Tullin et de Voiron répondent bien à la feuille de route et à la stratégie de développement de l'intercommunalité. Parce que je rappelle que la labellisation Petite Ville de demain, c'est un binôme interco-commune. Voilà, donc pour la convention chapeau. Et donc la convention cadre PVD Valent RT, ça c'est plus pour nous. Donc les enjeux, il y a eu plusieurs études thématiques, stratégie résidentielle et foncière, espace public, OPA RU, voilà. Et tout ça a donné lieu en fait à un diagnostic à la fois des faiblesses, mais aussi des forces, que vous retrouvez page 12 de la Convention. Et 3 enjeux donc majeurs. Le premier,
Donc c'est s'appuyer sur ces qualités et tirer profit donc d'un contexte opportun. Donc si on doit parler par exemple de la qualité résidentielle, on a beaucoup d'équipements publics et de services publics, on a un tissu économique dynamique et un accès privilégié donc aux espaces naturels et paysagers, une identité patrimoniale aux multiples visages, c'est indéniable à Tullin, et une très bonne accessibilité. Donc quand on parle accessibilité, je veux parler des transports, avec la gare bien sûr, qui est fortement bien cadencée vers Grenoble, et bien sûr l'accès à la 49. Voilà, donc c'est un contexte opportun. Donc c'est qu'aujourd'hui, alors après Covid ou pas après Covid, on ne sait pas, mais en tout cas, une attractivité certaine pour la commune. Donc il y a une redynamisation donc, du marché immobilier. Le deuxième enjeu, donc, c'est de porter une vision globale pour garantir donc, un fonctionnement équilibré. Ça, on le répète un peu à chaque fois, c'est de se dire faut mettre fin donc, au développement concurrentiel des fameuses polarités qui ont été identifiées sur la commune. Alors, elles ont été identifiées par les études, mais on les connaît toutes. On les vit au quotidien. Il y a un centre-ville, il y a une zone gare cressonnière, une zone activité économique et puis le quartier de Furs. Donc on a ces quatre polarités-là et l'idée, tout l'enjeu derrière le développement de la commune, c'est plutôt de se dire que ces polarités doivent se développer de manière équilibrée et certainement pas en concurrence. Je ne reprendrai pas l'exemple de l'installation de la boulangerie Marie qui à l'époque était une bonne chose et qui est sortie du centre-ville, mais qui du coup a eu comme pour conséquence, entre autres, c'est pas eux qui sont à l'origine de tout ça, mais le fait que les commerces partent du centre-ville et soient dans une autre polarité qui n'avait pas de fonction de commerce, a fait qu'on a vidé la fonction commerciale du centre-ville. Voilà, donc tout ça, cette vision, voilà, garantir cette vision globale. Donc sur la dimension foncière aussi, donc, un PLU qui ouvre d'importantes zones à urbaniser donc en périphérie et des capacités donc de densification dans le tissu urbain. Donc tout ça va être à maîtriser. Et puis sur la dimension commerciale, voilà, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, c'est 24% de vacances en centre-ville, voilà, avec une offre très disparate, très éloignée, très éclatée, qui n'est pas concentrée. Donc l'objectif, c'est de réaffirmer le positionnement donc différencié du centre-ville par rapport aux autres polarités. Chaque polarité ayant des fonctionnalités spécifiques et l'objectif étant de développer ces fonctionnalités-là et pas d'autres. Troisième enjeu, donc, c'est adopter donc, une posture engagée et dynamique donc, dans la construction de la ville de demain. Donc, négocier la maîtrise du développement urbain réside surtout dans la capacité de l'équipe municipale à engager donc, un dialogue et des négociations donc, avec les opérateurs, bien sûr, donc, pour mettre en adéquation les projets avec les besoins de la commune. Voilà, associer, c'est mobiliser tous les partenaires publics et privés, ainsi que les habitants et les usagers de la ville, autour du projet de revitalisation du territoire pour démultiplier donc, les énergies. Coordonner, c'est élaborer donc, des projets de rénovation du bâti ancien à l'échelle de l'immeuble, voire de l'îlot. On s'est aperçu quand même, et ça aussi tout le monde le voit bien, un énorme enjeu, et c'est là aussi où l'ORT va permettre d'avancer certainement. Un bâti ancien en centre-ville, où je pense, tous autant que nous sommes autour de la table aujourd'hui, on sous-estime, à mon avis, l'état malade, allez, on va dire ça comme ça, du bâti en centre-ville. Et on a vu ce qui s'était passé à Marseille il n'y a pas très longtemps. Bon, nous, on n'en est pas là, enfin, on n'en est jamais là, mais si on fait rien, on peut en arriver là. On a quand même quelques îlots, c'est pour ça qu'on parle d'îlots, en centre-ville, qui vont demander plus que de l'attention. Pour information, on a dû prendre un arrêté de péril pour le bâtiment de l'ancienne Boule d'Or. Vous avez vu arriver une grue rapidement il n'y a pas très longtemps. C'est parce qu'on avait un vrai péril. Voilà. Alors, on entend toujours que ça craint rien. C'est d'ailleurs ce qui s'est dit à Marseille. Ça craint rien jusqu'au jour où ça arrive. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un centre-ville où il faut prendre conscience de tout ça. Et vraiment, l'ORT va nous aider parce qu'il y a des moyens à la fois coercitifs, mais surtout pédagogiques, des aides financières pour les propriétaires. Mais tout ça, on y reviendra. Et c'était donc l'objet de mon dernier point, d'accompagner, parce qu'il va falloir accompagner les propriétaires et les copropriétaires
d'un point de vue financier, bien sûr, pédagogique, comme je disais, et juridique, donc pour monter des projets solides, opérationnels et surtout qui respectent le patrimoine. C'est une composante importante à Tullin. Les grandes lignes du projet donc, de territoire, parce que tout ça finalement, on est parti avec Petite Ville de demain, puis après on s'est dit la revitalisation au départ, hein. Petite Ville de demain, c'était revitalisation de son centre-ville, ou de son centre-bourg, je crois. Finalement, nous, on s'est saisi peut-être de cette labellisation, et à midi, j'étais à la préfecture avec le préfet, on en parlait aussi, il a fait le tour pratiquement de toutes les villes, il ne reste plus que nous. Donc aujourd'hui, il a un point de comparaison. Certaines communes ont su se saisir de cette labellisation Petite Ville de demain pour aller au-delà d'une revitalisation de centre-ville. Et c'est bien ça que ce soir, je voudrais que chacun comprenne et puisse aussi diffuser auprès des habitants. C'est qu'on n'est pas parti uniquement sur notre centre-ville, parce que comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui va se passer en centre-ville doit s'équilibrer avec nos autres polarités. Donc il y a un vrai travail qui a été fait à travers les instances dont vous avez vu tout à l'heure, à travers et entre autres les élus et le comité restreint, pour avoir une vision au-delà, c'est ce que je disais tout à l'heure, globale. Et finalement, on en est arrivé à dire que de cette labellisation Petite Ville de demain, on était allé vers ce qui parle beaucoup à des gens comme le préfet, vers un projet de territoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur une partie de la commune, on est vraiment sur le territoire global de la commune, et même, on pourrait dire un peu au-delà, parce que tout ce qui va se faire à Tullin aussi, va avoir aussi des répercussions sur les communes avoisinantes. Donc c'est aussi important d'avoir cette vision un peu plus large. Donc on est vraiment sur un projet de territoire. En quelques mots, ce projet de territoire, c'est donc affirmer le rôle structurant de Tullin dans son bassin de vie. Voilà, c'est ce que je viens de vous donner comme exemple. Concentrer donc ses efforts sur le centre-ville, tout en permettant un développement maîtrisé des autres polarités dans une logique de complémentarité avec le centre-ville. Je n'ai pas l'impression de me répéter du coup là. Pardon. Je ne suis pas très ordonné. Voilà. Et voilà. Le sujet que j'avais oublié, c'est donc deux sujets. D'engager la commune donc, dans une démarche de transition environnementale donc, pour construire un territoire bien sûr plus résilient et plus sobre, parce que l'objectif aussi c'est ça, et vous verrez sur certaines fiches actions de tout à l'heure, faut aussi penser qu'aujourd'hui, voilà, on est le 20 avril et on vient de recevoir un arrêté que je n'ai pas lu, mais qui explique déjà qu'il va falloir se restreindre au niveau de l'eau. Et on est le 15 avril. Donc forcément, tout ce qu'on va devoir faire aujourd'hui, on va devoir prendre en compte toutes ces évolutions. Et bien sûr, et là aussi, je crois qu'on peut être plutôt assez fier de ce qui s'est fait à Tullin là-dessus, un peu poussé par notre chef de projet et par notre chargé de participation citoyenne, c'était de mettre au cœur de toute cette démarche une vraie participation citoyenne, un vrai processus de construction de projet, avec à la fois la maison de projet, qui permet vraiment d'être au cœur de la ville. Et je peux vous assurer que ça fonctionne plutôt bien, parce qu'on est à peut-être 200 maintenant, je ne sais plus, pas loin de 200 personnes qui sont venues depuis début février et qui viennent par petits groupes ou individuellement. Et c'est très efficace parce que du coup, ils posent leurs questions, ils n'ont pas peur de la poser, parce que souvent en réunion publique, on ne pose pas la question parce qu'on se dit ma question elle est bête, alors qu'il n'y a jamais aucune question de bête. Et ça permet vraiment de poser toutes les questions. Moi j'ai passé un peu de temps là-bas avec des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, et qui ont à la fois des vraies préoccupations, mais des vraies bonnes idées aussi. Et du coup, c'est intéressant de vraiment mettre au cœur la participation citoyenne. Et ça a plutôt bien fonctionné. Donc, et ça restera pour tout le travail qui nous restera à faire, un des enjeux à maintenir. Les axes, alors on va rentrer un peu plus dans le concret. On a parlé des enjeux, on va parler des axes de revitalisation. Donc on va devoir développer des actions, donc bien sûr transversales à l'échelle de la ville, c'est ce que je disais tout à l'heure, on évite les sujets aussi très en silo, parce que chaque projet a un impact sur un autre projet. Tant qu'on garde ça en tête, la méthode est plutôt bonne. Développer des actions fortes donc pour requalifier bien sûr le centre-ville, et bâtir donc une nouvelle qualité résidentielle.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il y a un vrai enjeu. Régénérer donc la vallée de la Fure, on est bien conscient aujourd'hui du nombre important de friches le long de la Fure. Donc à l'époque, la Fure, elle s'est urbanisée parce qu'on avait besoin de la force de l'eau pour les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises ont plus besoin de la fibre peut-être que de l'eau. C'est comme ça. Donc se dire qu'aujourd'hui, on retrouvera des entreprises tout le long de la Fure, c'est une hérésie, pour ne pas dire plus, parce qu'en plus, sans faire de jeu de mots, le PLU nous interdit maintenant de faire quoi que ce soit, parce qu'on est en zone inondable et on n'est pas en rouge, mais on est en rouge foncé, voire même en noir. Donc du coup, aujourd'hui, il y a un vrai... la responsabilité aujourd'hui des élus, c'est pas de se dire qu'on fera quelque chose le long de la Fure, mais plutôt de quel va être le devenir de la vallée de la Fure, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Et avec la loi ZAN, avec par exemple le fonds vert, 24 millions d'euros pour toute l'Isère que la préfecture doit distribuer, il y a des vrais enjeux sur la renaturation. Donc peut-être qu'il y aurait un sujet de renaturation de la Fure. Voilà. Réinventer, pour ne pas dire autre chose, le quartier Gare Cressonnière, parce qu'on l'a tous vu évoluer au fil des années. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'arrivée du train, le cadencement, c'est devenu un quartier où ça bouge. Donc il va être à réinventer aujourd'hui. Il y a toujours le projet de rénovation du quartier de la Cressonnière en lui-même, avec le quartier du bien vieillir. Donc tout ça va donner une nouvelle dimension à ce quartier. Et puis requalifier donc et conforter le secteur du Peuras, la zone économique. C'est une zone économique. La richesse d'une ville, d'une commune, c'est aussi la vitalité de ses acteurs économiques. Donc nous devons, et je crois que par le biais de Dolores et de Marielle, nous y attachons fermement à ce que Tullin soit attractif pour de futurs acteurs économiques. Et on aura quelques bonnes nouvelles, je pense, dans l'avenir, quand tout sera des nouvelles entreprises qui s'installent. Voilà, donc il y a des choses qui, du coup, cette zone, il faut la maintenir en lien avec le pays voironnais. Bien sûr, tout ça fait émerger un périmètre, parce qu'en fait, on signe un périmètre de l'ORT, multisite, parce qu'en fait, histoire d'expliquer au préfet qu'on ne va pas s'attaquer à toute la ville et que les outils qu'on va devoir déployer, les outils dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils doivent être ciblés. Donc, voilà. Tout ça nous paraît très logique finalement, centre-ville, quartier Gare Cressonnière et Fure. Voilà donc les périmètres. Donc si je ne dis pas de bêtises, Amandine me corrigera, il y aura un avenant à la convention. Donc la convention est signée pour 10 ans, jusqu'en 2032. Il n'y aura un avenant à la convention que si on change le périmètre. Voilà. Sinon, on parlera des fiches projets tout de suite d'ailleurs. Donc, on a parlé des axes de revitalisation. Maintenant, on va... Pardon. Alors, en fait, les outils présents dans l'ORT n'ont pas d'effet forcément sur cette zone. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'en occupe pas. En fait, l'ORT, comme je disais tout à l'heure, on va surtout avoir un vrai enjeu sur l'habitat. Voilà. Permis de louer, on ne l'avait pas mis en exemple, mais il existe le permis de louer, les droits de préemption, tout ça, on est sur plutôt ces trois secteurs. Amandine, si vous avez un petit mot. Non ? Vous avez un micro, Amandine ? Ah oui, pardon. C'est mieux. Faut recommencer. C'est bon ? Faut recommencer du début. Oui, je disais dans la convention que vous avez l'ensemble des outils qui sont présentés. Et en fait, c'est comme ça qu'on a déterminé un peu à la parcelle les périmètres. Et en fait, il s'avère que ces outils-là n'ont pas d'effet particulier sur la zone d'activité. Mais comme disait Monsieur le maire, ça n'empêche qu'on a des actions sur cette entrée de ville, parce que ce n'est pas juste une zone économique, c'est aussi une entrée de ville importante pour la commune. Voilà. Voilà, puis là, oui, je voulais dire, je ne sais plus ce que je voulais compléter. Mais... Juste au niveau de l'avenant, sachez qu'on aura probablement un premier avenant à prendre quand on aura mis en œuvre l'OPARU, puisque l'OPARU a aussi son propre périmètre. Donc voilà, peut-être qu'il sera plus petit que celui du centre-ville,
Mais en tout cas, voilà, la convention, elle fera l'objet d'un avenant pour le périmètre, pour les axes de revitalisation. C'est pour ça qu'on les a voulu un peu larges, un peu peut-être génériques, mais pour pouvoir, après faire évoluer le plan d'action, parce que le plan d'action, lui, il peut évoluer, il peut être modifié à notre guise, sans faire l'objet d'un avenant. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire sur la zone du Peras. En fait, là, l'outil principal qu'on a à nos dispositions, c'est le PLU. Voilà. Donc, et il est plutôt, voilà, il pourra aussi, lui, il pourra évoluer, mais du coup, on n'a pas besoin d'être dans le périmètre. Alors voilà, peut-être pour anticiper une question, on a un outil dans l'ORT qui fait référence à la dispense de CDAC, donc c'est la commission départementale d'aménagement commercial. Donc ça c'est pour toutes les surfaces commerciales de plus de 1000 m², elles doivent passer en commission. Et en fait on a beaucoup de PLU sur la France qui n'encadrent pas très bien les commerces en périphérie, sauf que nous on a un PLU qui interdit de fait les commerces en zone d'activité. Donc typiquement cet outil ne nous sert à rien puisque le PLU fait déjà le filtre en fait. Là où c'est intéressant, c'est sur la dispense. La suspension, ça veut dire que c'est un outil où en fait, si par exemple on a un projet commercial qui peut porter atteinte, on va dire, au centre-ville et qui, je ne sais pas, s'implanterait à Cras, par exemple, le préfet, lui, peut suspendre cette CDAC justement sur le prétexte d'étudier la concurrence ou pas de ce projet avec la revitalisation du centre-ville. Donc ça, c'est intéressant pour le coup. Ok, merci Amandine. Donc on monte d'un cran toujours dans l'opérationnel pour accéder maintenant aux fiches actions, au plan d'action, pardon. Donc ce plan d'action, en fait, c'est lui qui va clairement nous permettre de mettre en œuvre le projet de territoire. Donc c'est un outil important qui est évolutif parce que bien sûr que pour la convention, il faut signer des fiches projets, des projets à l'instant T. Mais tout ça est évolutif bien sûr, mais ça permet d'être surtout un outil de planification. Et ça c'est important, parce que la convention est pour 10 ans, et comme je vous disais tout à l'heure, le travail qui a été fait, on a dit 10, 15, mais si c'est 20, c'est 20, peu importe. Et tout ça, il faut planifier, coordonner, et puis surtout les évaluer, les projets, et qu'ils soient à la fois public-privé ou public-privé, qui seront bien sûr à engager dans le mandat ou au-delà. Vous imaginez bien que sur les 3 ans qui restent, on ne fera pas les 26 projets. Ce serait complètement impossible. Suicidaire, ouais, même impossible du coup. Donc le plan d'action, il présente un des projets sur plusieurs thématiques, sur plusieurs années, bien sûr, 10-15 ans, sur plusieurs périmètres, donc toujours cette idée de logique de complémentarité entre les polarités et de non-concurrence, à des niveaux de maturité différents. C'est ce que je disais, aujourd'hui, il y a un instant T, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. La maîtrise d'ouvrage est, comme je dis, privé-public ou public-privé, et surtout, il faudra calibrer les financements, ce qui nous permettra d'avoir un PPI rapidement en fonction de ces fiches projets. Et ce qui est intéressant avec ces 26 fiches projets que vous avez dû voir dans la note qui vous a été envoyée, va permettre en fait, tout ce travail a permis aussi, mon point de vue de ce que je vois quand je vais à la préfecture et qu'on discute avec le préfet, qui lui-même ne sait pas dans 3 mois ou 4 mois ou 6 mois quelles vont être les subventions que l'État va mettre sur la table. Je vais reprendre l'exemple du fonds vert, c'est très parlant. Le fonds vert, nous avons vu la secrétaire générale de la préfecture le 7 février qui nous a dit « Dépêchez-vous, dépêchez-vous, il y a le fonds vert qui arrive, il y a 24 millions d'euros à manger avant fin juin. Déposez les dossiers avant le fin juin. Par contre, si vous pouvez poser les dossiers avant fin mars, c'est mieux, parce que premier arrivé, premier servi. » Elle vous dit ça le 7 février. Bon, j'ai rien contre l'administration, mais depuis 3 ans qu'on est là, monter un dossier comme ça en 2 mois, ça n'existe pas. Peut-être même dans le privé non plus d'ailleurs. Donc on s'aperçoit aujourd'hui que l'État, entre le temps où il annonce quelque chose, où le décret sorte, et qu'on a les conditions réelles d'éligibilité de l'aide, il reste 2 mois pour faire le dossier. Donc vous imaginez, si je prends l'exemple de la renaturation de la vallée de Fur, parce qu'ils vont demander une étude, ils vont demander qu'est-ce qu'on veut faire, ils vont demander combien ça coûte, parce qu'ils donnent de l'argent sur un budget,
Et ça, en 2 mois, c'est pas possible. Donc l'avantage de ces fiches projets, c'est qu'on va avoir, on va dire, il y aura juste à tirer le tiroir et sortir la fiche projet. Alors, j'exagère un peu, il y aura un peu du travail, mais vous allez voir, on va vous en présenter 2 ou 3 fiches projets. Il y a déjà un niveau de préparation qui permet derrière de se dire tout de suite, si on tire dessus, qu'est-ce qu'on mobilise? Bureau d'études, pas bureau d'études, comment on peut faire l'étude? Donc, on devrait être en capacité de dégainer assez rapidement pour les nouvelles aides qui vont arriver. Et par exemple, le fonds vert, il se dit aujourd'hui que le fonds vert pourrait être reconduit l'année prochaine avec la même enveloppe. Donc à ce compte-là, on a commencé à dire au préfet que à Tullin, par exemple, on pourrait bien être un projet démonstrateur pour la renaturation d'une vallée qui avant était une vallée qui aujourd'hui ne l'est plus. Donc, mais ça ne sera pas qu'une idée comme ça, derrière il y aura un vrai sujet. Puis en plus, comme il aura signé la convention avec nous, la fiche projet sera dedans, donc il ne pourra pas dire qu'il ne savait pas. Voilà, Amandine. Juste rajouter un mot, c'est que effectivement, ce plan d'action, c'est vraiment comme un tableau de bord. En maison des projets, vous avez, juste pour rappel, vous avez déjà le résultat des études. On va enrichir l'exposition avec le projet de territoire, justement, les enjeux, le projet de territoire, les grands axes. Et on va comment dire, donner à voir ces fiches actions qui seront alimentées et comment dire, enrichies au fur et à mesure, en fait. Mais voilà, comme disait Monsieur le maire, ça permet aussi de dégainer, on va dire, rapidement quand il y a des subventions qui sont mobilisables. Et chaque fiche projet, donc après on les découvre, mais je vous donne le cadre. Chaque fiche projet aujourd'hui, c'est on va dire une intention, un premier cadre sur le projet. L'objectif étant derrière, suivant la fiche projet, suivant le projet qui démarrera, d'avoir à mettre en place une gouvernance, un peu comme ce qui s'est fait pour la place Docteur Valois, avec des instances, des groupes de travail, avec des partenaires, pas de partenaires, en interne, pas en interne. L'idée, c'est vraiment, cette fiche projet, vous allez voir dans le détail, ça permet vraiment d'avoir une vision assez précise de comment on doit travailler sur ce projet. Allez, on va pas attendre plus longtemps, parce que nous, on les connaît, donc c'est pour ça qu'on parle comme ça. Mais 3 exemples de fiches projet avec des maturités complètement différentes, d'ailleurs, vous allez voir. Et des financements aussi. Donc la première, la plus facile, parce que ça va être notre, on va dire notre démonstrateur, notre point de départ pour montrer quand même aux habitants que PVD, il y a quand même quelque chose derrière. C'est donc la requalification urbaine et paysagère de la place Docteur Valois et de la rue Général de Gaulle. Donc cette fiche projet qui... Oui, pardon, voilà, comme ça on peut commenter un petit... Oh, oui, pas de souci. Donc vous allez voir, on va parler un peu du cadre. Amandine va nous décrire un peu les grands items de les grands paragraphes, parce qu'elles sont toutes bâties de la même manière. Aucun signal. Ça y est, ça viendra. Ça y est, c'est parti. Donc voilà, elles sont toutes... Bon, vous les avez vues, hein, mais on va les commenter ensemble. Je vous laisse commenter les différentes rubriques, Amandine. Elles sont toutes bâties de la même manière. Hein. Oui. Donc effectivement, on a dû les construire quand même un peu vite. Mais voilà, elles sont toutes construites pareilles. On a à chaque fois en début de fiche, donc, comme disait Monsieur le maire, le niveau de priorité par rapport au projet de territoire et le statut, c'est-à-dire est-ce que c'est une intention en projet, est-ce que ça a été validé politiquement, est-ce que c'est engagé. Donc là, typiquement, sur la place Docteur Valois, on est sur un niveau de priorité maximal et un statut d'action engagée. On a le rappel de l'orientation stratégique, à laquelle l'action est rattachée, le nom de l'action, son numéro, ça c'est juste des illustrations. La maîtrise d'ouvrage, puisqu'effectivement, Monsieur le maire l'a rappelé, ça peut être un projet public, un projet privé ou un projet public-privé. Donc là, en l'occurrence, la commune de Tullin. Ensuite, vous avez le descriptif de l'action. Donc en général, on rappelle un peu le contexte, les objectifs de l'action et où on en est.
Alors celle-ci, elle est pas mal étoffée puisque on a de quoi mettre. Les partenaires financiers identifiés, les partenaires techniques, les dépenses prévisionnelles et le plan de financement prévisionnel aussi, les éléments de calendrier. Et un élément assez intéressant, c'est à chaque fois rappeler la conséquence sur la fonction de centralité. Donc ça permet à chaque fois de se remettre dans l'esprit, est-ce que cette action, elle rend service ou non? Bon, elle rend tout service au centre-ville, mais c'est quand même de se le rappeler et de l'expliquer. Ensuite, des indicateurs de suivi et d'évaluation de chaque action. Donc, comme je vous le disais, on a dû aller assez vite. Donc, la partie indicateurs de suivi et indicateurs d'évaluation, on ne l'a pas encore travaillé, mais ça sera, voilà, ce sera un travail qu'on va faire cette année sur chacune des actions à chaque fois, parce que c'est important. Et puis, éventuellement, l'annexe. Donc voilà, celle-là, comme je vous dis, elle est aboutie parce que bah, aujourd'hui, elle est en phase opérationnelle, celle-là. Je dirais que cette fiche action n'est plus une fiche action puisque on est allé au bout du travail. La deuxième, donc c'est la réhabilitation de l'ex-IME. Donc voilà, juste c'est pour balayer. C'est un niveau de priorité fort parce que il y a forcément un enjeu sur le centre-ville, un impact important. Par contre, aujourd'hui, on est en projet parce que les choses restent bloquées pour l'instant. Et là, c'était aussi pour montrer que c'était un projet purement le maître d'œuvre. Hein, vous regardez, c'est la fondation OVE, le propriétaire. Et bon, aujourd'hui, on dialogue avec Ville et Village, qui est un opérateur. Mais c'est pour dire que là, on est du 100% privé, mais avec 200% d'impact sur notre centre-ville, quoi. Peut-être juste en profiter, tout à l'heure vous faisiez référence à la négociation avec les opérateurs. Ici typiquement, on a engagé un dialogue avec Ville et Village, on leur a fait passer des éléments de cahier des charges aussi pour que le projet corresponde au mieux aux besoins de la commune et surtout réponde au projet de revitalisation. Voilà, donc bon, l'IME. Et puis il y a une dernière, donc je vous parlais tout à l'heure de favoriser donc la mutation du tissu urbain de la vallée de Fur. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut qu'on soit en alerte, je pense, parce que, encore une fois, hein, la loi ZAN qui va nous obliger rapidement à ne plus consommer de terre va contraindre les communes à reconstruire sur la ville. Bon, et ben, reconstruire sur la ville, c'est valoriser les friches. Et nous, on est bien équipés à Fur de friches. Donc il y a un vrai enjeu. Voilà, ça commence par Parabout, où il y a un projet dans les cartons. Il y a même une fiche pro. Non, Parabout fait partie de cette fiche-là. Voilà. Oui, sur cette action, les enjeux sont vraiment multiples parce qu'on a à la fois la question de l'activité économique, peut-être à redéployer, l'habitat et aussi les espaces publics. Donc voilà, c'est une action qui va être très intéressante à mettre en œuvre. Voilà pour les fiches projets. Dernières petites informations concernant donc la suite. Parce que là, on parle de quelque chose qui va être signé le 26 mai, mais donc on ne s'arrête pas là. Une deuxième étape, enfin, je dirais que l'histoire continue. Donc mai-juin, on va donc calibrer financièrement et techniquement donc, des actions avec les besoins en ingénierie pour faire un PPI. Donc on va devoir aussi un petit peu dans la foulée avoir un comité, alors on l'appelle comme ça aujourd'hui, comité de pilotage ORT, qui va permettre donc de définir quelles sont les actions qui sont à réaliser en interne et les actions donc qui nécessitent de lancer une étude. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va commencer à calibrer. On va aussi choisir, parce que je pense que c'est important, on ne va pas lancer le travail sur les 26 fiches actions, mais on va devoir en prioriser quelques-unes, et puis en fonction du projet politique qu'on a. Et une fois qu'on aurait à prioriser, bah, voilà, on aura en septembre, on démarrera donc les groupes de travail avec comme première échéance donc la fin de l'année 2023 pour mettre en place ou expérimenter des outils sur 2024. Donc je dirais qu'à chaque fiche projet, on aura un groupe de travail, ce qui permettra à tout le monde, enfin à chaque élu qui voudra se mobiliser sur ce sujet, de participer à ce groupe de travail. Voilà, c'est le travail qui va démarrer aujourd'hui, c'est vraiment
la mise en route de ce projet de territoire avec le cadre dans lequel le cadre qui vient d'être posé. Alors c'est pas nous qui l'avons posé. Encore une fois, je vous rappelle toutes les études qui ont mené à ce cadre-là. Et si on respecte ce cadre-là, on devrait avoir une ville équilibrée, dynamique dans les années à venir. Amandine, si vous voulez rajouter un mot. Oui. Également dans la convention, vous avez un calendrier où j'ai essayé de positionner en fait l'ensemble des actions de 2023 jusqu'à 2032. Et en fait, c'était l'idée de vous montrer qu'il y a des actions qui peuvent être très courtes et lancées rapidement et mises en œuvre rapidement, et des actions au long cours, des actions sur le mandat, des actions au-delà du mandat. Voilà. Mais l'idée effectivement de ce comité de pilotage ORT, c'est vraiment de partager ensemble la méthode, la gouvernance aussi, quelles instances, quels participants, quels livrables on attend, quelles échéances on se donne, quel calendrier. Donc voilà, on partagera tous ensemble ces éléments-là. Pour les actions qui nécessitent de lancer des études, on partagera aussi des éléments de cahier des charges pour qu'on se mette d'accord autour des objectifs, des périmètres, voilà, des livrables, etc. Voilà, on est arrivé au bout de cette présentation. Je vous propose de vous donner la parole, de poser des questions, de faire des remarques. Voilà l'objet de ce que nous allons signer avec la préfecture vendredi 26 mai et qui nous engage. Et quand je dis nous engage, c'est à la fois nous, communes, Pays Voironnais et département et État. Ça veut dire je vais rappeler aussi au préfet que c'était une très belle labellisation, que ça nous a vraiment permis de faire un vrai projet de territoire, ce qui est assez rare aussi pour les communes d'avoir les moyens de faire un projet de territoire. On a très très bien été accompagnés, mais que maintenant il ne faut pas s'arrêter à mi-chemin, quoi. C'est-à-dire que maintenant il ne faut pas frustrer personne et il faut que l'État mette les moyens. Enfin l'État et puis le département et puis alors la région ils n'ont pas signé, mais donc, comme je te disais ils participeront largement à la place Docteur Valois, ça a été confirmé. Mais l'idée, voilà, c'est qu'au moins les signataires, quand on s'engage, c'est un engagement. Donc nous on s'engagera aussi à ne pas laisser tout ça dans un carton et à travailler là-dessus. Mais il faut que nos partenaires s'engagent parce qu'on sait très bien que financièrement, on ne fera pas grand-chose tout seul. Mais voilà. Juste de préciser que la convention, elle est assez indigeste, je l'entends. C'est un document, voilà, pour la préfecture. Moi, j'ai prévu d'en faire un document très synthétique, un peu sur le même format que ce que j'ai proposé en maison de projet, où voilà, en gros, vous avez un livret auquel vous pouvez vous référer régulièrement en se disant tiens, là j'ai une idée, j'ai un projet, est-ce qu'on rentre dans le cadre qu'on s'est fixé collectivement, et voilà, donc il y aura un document plus accessible et plus digeste. Alors tout ce qui est digeste, et là encore, la maison de projet permet de digérer tout ça. Je vous invite vraiment à y aller parce que c'est vraiment un niveau d'information au niveau de chacun. Chacun vient chercher ce qu'il a envie et ça permet vraiment d'aller au cœur des sujets. Et tout, on essaye de travailler à ce que tout ce qui soit affiché là-bas soit à un niveau d'information différent des 24 pages de la Convention. Oui, tout à fait. Et puis ça permet vraiment d'avoir un moment un peu privilégié avec voilà, des habitants. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Enfin, voilà, on tient ces permanences là depuis quelques temps avec les collègues et vraiment, voilà, je vous invite à passer parce que voilà, pour voir. Et inviter tout le monde à passer. Oui. Sachant que je vais annoncer officiellement ce soir que nous ouvrirons la maison de projet le samedi matin. Alors, oui, de 10h à midi, à partir c'est combien, le 1er juin? Le premier samedi de juin, je ne sais pas quelle date c'est, le 3. Donc si je calcule bien, c'est 3, 10, 17, 24, 1er juillet et 8 juillet, de 10h à midi. Et donc, ce sera les agents qui feront les permanences le samedi matin. Ah, ben voilà. Non, c'est une blague. Donc, c'est les élus qui vont se mobiliser. Donc, il y aura toujours 2 ou 3 élus qui accueilleront voilà, les gens qui veulent venir passer un moment là-bas. Voilà. Question, mesdames, messieurs?
Pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Non. Tu as un micro, Franck? Bah oui, c'est pour ça que je te voyais pas bouger. Non, mais Je digère. Très bien. C'est à la maison de projet qu'on dit. Déjà pour saluer le travail. C'est pas toi. C'est l'ordi, non? C'est quoi? C'est fort, non? Non, déjà pour saluer le travail. Téléphone? Non, c'est... Non, déjà, je disais déjà pour saluer le travail, parce qu'il y a de la matière. Donc voilà, c'est dur de réagir à tout. On en a parlé un peu entre nous. C'est vrai qu'on s'était concentré surtout sur ce qui va se passer maintenant, quoi, dans les 2-3 ans qui viennent. Après, moi, il y a des choses effectivement qui sont hyper intéressantes sur le futur. Bon, ça reste flou. Forcément, je suis intéressé, vous l'aurez deviné, personnellement plus sur ce qui va se passer à Fur, mais ou pas se passer, mais voilà, sur la requalification du tissu industriel de Fur. Bon, je ne sais pas si je serai encore là quand la réflexion sera vraiment lancée, mais je trouve que ça, c'est intéressant. Ça rééquilibre un peu les choses, parce qu'il faut bien quand même dire qu'en tout cas, sur ce mandat, on parle beaucoup du centre-ville de Tullin et moins du reste, mais je vois quand même que, en tout cas, si on élargit le calendrier, on parle de Fur, on parle d'autres pôles, on parle de l'entrée de vie, etc. Bon, des choses, on parle de l'IME, bon, tout n'est pas gagné. À l'IME, on parle de la maison Gondran et de l'hôpital. Donc voilà, bon, c'est bien d'en parler. C'est pas gagné. On sait que c'est des sujets complexes et que ça va coûter beaucoup d'argent, quoi. Voilà. Voilà, moi, ce que je voulais dire, un propos global sur ça, mais comme ça, j'ai l'impression quand même que le catalogue, parce que bon, ça reste un catalogue pour le moment, c'est pas un reproche, mais voilà, englobe quand même une grosse partie de la ville. Comme ça, mais vraiment à brûle-pourpoint, je pense que la question de la transition écologique au sens large, je ne la vois pas hyper présente. En même temps, je n'ai pas lu dans le détail aussi bien que les gens qui ont travaillé là-dessus. Alors, c'est peut-être une question transversale à mettre un peu de partout. Je trouve que ça n'apparaît pas beaucoup dans le document. Voilà. Mais ce n'est pas encore un reproche. Hein, j'essaye d'être constructif, là. Mais voilà, bon, il y a la question des mobilités douces qui apparaît, mais peut-être qu'effectivement, si on raisonne à 10, 15 ou 20 ans, on a quand même cette question du réchauffement de la planète on ne sait pas dans quel état on sera dans 10, 15 ou 20 ans. Donc voilà, c'est forcément une dimension qu'il faudrait qu'elle apparaisse d'une manière générale. Voilà. Mais c'est un sentiment tout à fait personnel de réaction comme ça à chaud. Par contre, sur le projet qui va arriver sur la requalification du centre-ville et notamment de la place Valois, on avait quelques questions, parce que maintenant on a quelques chiffres là, et on se demandait si le plan de financement prévisionnel qui est dans le document, est-ce qu'on peut considérer que ce sont des chiffres qui sont acquis ou pas? Et donc, parce que on a du mal à voir le lien avec le budget, mais bon, c'est peut-être parce que sur la question de la maîtrise d'œuvre, sur la question voilà, du montant des subventions, on a un autofinancement on a un taux de subvention qui est quand même énorme. Est-ce que c'est acquis, ça? Et ça, si c'est le cas, ça serait plutôt bien. Mais si c'est le cas, on aurait pu éviter d'augmenter les impôts. Si c'est vraiment ça, voilà. Merci de l'afficher. Donc voilà, on avait une question là-dessus parce que ça serait à la fois une bonne nouvelle
Et une mauvaise nouvelle pour les Tunisois, parce qu'on irait leur prendre de l'argent dont on n'a pas besoin, quoi. Voilà. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit la dernière fois. Mais... Donc voilà, la question, elle porte vraiment un peu technique, elle porte là-dessus. Ok, alors juste, je vais répondre rapidement. Donc, transition écologique, réchauffement, bien sûr. Alors aujourd'hui, c'est commun à tous les projets. C'est-à-dire que si on reprend par exemple la place Docteur Valois, la disparition du minéral, la réapparition de la végétalisation en centre-ville, ramener de la pleine terre autour des arbres plutôt que de goudronner jusqu'à ras des racines, faire des pentes de manière à ce que le peu de pluie qui tombe aille dans les massifs de pleine terre plutôt que dans les canalisations, et d'aller en station d'épuration et de payer pour retraiter. Tout ça aujourd'hui, c'est des obligations que nous on impose, mais que aujourd'hui ça s'impose par le bon sens. Donc lorsqu'on vous présentera la programmation de la place Docteur Valois, le projet qui a été retenu, vous verrez tout ça, et dans chaque projet il y a cette dimension. Sur la rénovation du collège, où on aura strictement pas la main là-dessus parce que c'est le département, mais lui aussi aujourd'hui prend en compte la transition écologique, bien sûr, le réchauffement. Sur chaque projet, il y a un travail sur les îlots de chaleur ou de fraîcheur, ça dépend de quel côté on se place. Et puis on a une fiche projet sur le réseau de chaleur urbain au bois. Donc voilà, cette réflexion, elle est aussi... voilà, c'est quelque chose qui, et tu l'as dit Franck, c'est transverse aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est inclus dans toutes les fiches projets, et qu'on impose aussi, mais qu'on n'a même plus besoin d'imposer aux partenaires promoteurs qui auraient des projets sur la commune. Par exemple, le pré-projet, les intentions de projet sur l'IME permet d'avoir un poumon vert, un mini-parc, voilà, entre l'IME et l'école, entre l'aménagement et l'école. Alors là, je ne sais pas si on va le voir, mais ouais, voilà. Donc vous voyez, l'IME, quand même, il y a pas mal de verdure. L'idée, c'est vraiment de conserver un parc qui redeviendrait, d'ailleurs, pour la petite histoire, l'idée, c'est qu'il resterait municipal, enfin communal, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est des sujets qui sont bien sûr dans tous les projets qu'on montera. Et puis les groupes de travail, ils seront là pour nous le rappeler, de toute façon, si on l'oublie, quoi. L'autre question, c'est alors la place Docteur Valois. On va pas, je vais répondre à la question, mais on va pas, c'est pas le sujet du soir, parce qu'il y aura le 9 juin une présentation du projet. Mais pour répondre à la question, c'est bien un plan prévisionnel. Voilà, tout à l'heure, je vous ai parlé du fonds vert, on a fait la demande. Le préfet étant à Tullin le 26 mai, on aimerait bien qu'il s'engage sur des sommes. La région est après s'engager. Je peux quasiment vous assurer que ça sera ça, à minima. Voilà, mais aujourd'hui, on vient juste de déposer les demandes, là, il n'y a pas très longtemps. Donc, on attend quand même le retour de la préfecture. Le 9 juin, j'espère qu'on pourra vous en dire un peu plus, mais ça reste un prévisionnel. Voilà, mais il y aura une présentation détaillée du sujet le 9 juin. Hein, c'est ça, Amandine? On ne voulait pas tout mettre aujourd'hui parce qu'on voulait vraiment rester aujourd'hui sur cette convention ORT. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ces sujets? Pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote pour à la fois la convention multisite et la convention Petite Ville de demain, Valent ORT. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. On poursuit. Alors on poursuit, budget finance, donc la fixation du montant de la redevance pour la mise à disposition d'une partie du site de l'ex-camping municipal, donc situé route de Saint-Quentin, cadastré AK 608, pour permettre donc l'installation temporaire d'une structure démontable au bénéfice de l'enseigne Gamme Vert. Donc, comme je vous en avais parlé la dernière fois, on essayait de trouver une solution pour que Gamme Vert fasse un magasin éphémère, alors éphémère qui va durer 2 ans. Mais donc Gamme Vert s'installe à partir de demain. Ils attendaient impatiemment le conseil municipal de ce soir. Alors si on vote la délibération, bien sûr, hein, sinon. Pour installer des chapiteaux pour 2 ans, jusqu'en juin 2025,
parce qu'en parallèle, Gamme Vert va donc devrait, je vais continuer à employer le conditionnel, s'installer dans la parcelle communale qui nous reste derrière l'IME, 4500 m². Gamme Vert en prendrait 4000, quelque chose comme ça. Donc du coup, ça rebooste un peu le projet d'installation de Gamme Vert sur la commune. Et en attendant, on leur met à disposition ce terrain donc pour 7000 € pour les 24 mois. Donc je vois ceux qui quelques-uns prennent leur calculatrice pour calculer. On a fait calculer ça par le Pays Voironnais. C'est le prix. En fait, la mise à disposition d'un truc comme ça vaut rien. Voilà, c'est clair. Ah oui, par contre, pour nous, c'est eau, électricité, c'est pas nous. Hein. Mais on ne gagne pas beaucoup sur 2 ans. Hein. Ça vaut rien du tout en location du terrain comme ça, nu. C'est comme ça. Par rapport à une valeur de... Oui, ça fait 300 € par mois pour 600 mètres. On leur met à disposition que la moitié de la parcelle, pardon. Oui, j'ai oublié de dire ça aussi. 3000. 3000 m², 300 € par mois. On peut vous transférer le mail du calcul du Pays Voironnais, vous allez voir. Au début, vous souriez, puis à la fin, vous pleurez. Ah bah, alors moi, le critère, c'est les gens qui connaissent. Hein. C'est pas le service économique, c'est le responsable foncier du Pays Voironnais. Après, on n'est pas là pour gagner de l'argent. Si on avait été meilleur sur la gendarmerie, aujourd'hui, on n'aurait même pas pu les installer. Mais comme on n'est pas bon sur la gendarmerie, au moins là, on récupère 7000 € pour 2 ans. Je voudrais juste préciser qu'on a eu des comparaisons avec d'autres entreprises et c'est à peu près les tarifs qui se pratiquent effectivement pour des mises à disposition de terrains nus. Bon. Aussi, ça aurait pu être l'euro symbolique, mais on ne voulait pas créer de précédent. Sinon, après, toutes les entreprises allaient nous demander de les accueillir de manière temporaire et précaire. Est-ce que vous avez des questions, du coup? Pour eux, en partie, parce que suite à un feu, oui, bien sûr. Oui. Alors, non, parce qu'il y a un moment donné... Oui. Mais en gros, on leur avait demandé, parce que nous, on leur a demandé ce qu'eux, ils pensaient pouvoir... Et les calculs à la fois du foncier du Pays Voironnais et de Gamme Vert à 1000 € près, sur 2 ans, c'était pareil. Donc on en a décidé, voilà, on a fait un peu comme pour les manifs, on a pris le chiffre de la CGT, le chiffre de la gendarmerie, on a divisé par 2 et on est arrivé à ça, quoi. Voilà, c'est une manière de calculer. Bon, en tout cas, l'objectif de tout ça, c'était quand même que Gamme Vert sauve sa saison 2023. Voilà, c'était principalement l'objectif. Parce que s'ils passaient à côté de leur saison 2023, je pense que c'était plus compliqué. Et les gens, dès demain, vont attendre avec leur voiture devant le portail pour aller acheter leurs patates. Ça, c'est sûr. Alors ça, René, on avait dit qu'on n'en parlait pas, mais tant pis, on va en parler un peu alors. Oui, parce qu'on s'est gardé la moitié du... En fait, on ne voulait pas que ça sorte tout de suite aux assos. Donc ça reste entre nous. Oui, on s'est gardé. Non, mais parce qu'on ne veut pas que les associations elles nous demandent dès demain d'ouvrir. Mais on s'est gardé la possibilité d'ouvrir côté Payadou pour que les jours de match, les voitures puissent rentrer. Voilà. Mais on attend que Gamme Vert s'installe, parce que. Voilà. Sinon, René, il habite pas très loin, il peut ouvrir sa cour aussi. Ah. Combien de chez toi de voitures? 4? Allez. Une semi. Un bus. Bon, d'autres questions sur l'installation précaire de Gamme Vert jusqu'en juin 2025. Et on espère la gendarmerie dans la foulée. Pas de questions? Je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. On va passer au personnel communal. Trois petites délibes. Donc le recrutement d'agents, et ça vous en avez l'habitude, de 2 agents, donc un accroissement temporaire d'activité pour le pôle du vivre ensemble, donc c'est le périscolaire pour faire face à des remplacements et voilà, et à l'organisation du service périscolaire. Donc ces 2 postes en accroissement temporaire d'activité à temps donc non complet de 21 heures hebdomadaires. Voilà, vous avez des questions? Pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Ensuite, la délibération suivante concerne le recrutement d'agents en accroissement saisonnier d'activité
Donc c'est une délib qui est complémentaire à la délibération qu'on a passée le mois dernier concernant les maîtres nageurs. Donc en fait aujourd'hui, pour être en cohérence avec les rémunérations pratiquées sur le bassin d'emploi, donc il est nécessaire de créer les 2 postes en fait au grade de un indice rémunérateur supérieur. Voilà, donc on a recréé 2 postes et tant bien que mal, on va arriver à trouver 2 maîtres nageurs. Un vrai sujet, si on veut continuer à ouvrir la piscine. Un vrai sujet. Voilà, donc on crée au grade de donc, éducateur territorial des activités physiques et sportives principales de première classe. Voilà, l'indice majoré de 534, c'est ça la différence. Sinon, on n'avait pas de maître nageur cette année. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions. Je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. La modification donc, du tableau des effectifs, pour terminer ces délibérations RH. Donc, suite au départ, c'est du référent donc, périscolaire par voie de mutation, donc le référent périscolaire qui était à l'école de Fur. Et bah, du coup, on a trouvé quelqu'un et donc il convient d'ouvrir le poste sur un grade d'avancement. Hein. Donc, on supprime un poste à temps complet, 35 heures, au grade d'adjoint territorial d'animation et on le crée au grade d'adjoint territorial d'animation principale, 2e classe. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Donc Florian Grenier est en partie. Il arrive. Hein? Quoi? C'est des enfants qui veulent retourner à l'école avant la rentrée. Ah non, pardon. Salle des fêtes? D'accord, ok. Florian, c'est à toi. Tu veux le texte? Tu veux le micro? Tu veux quoi? Donc, signature d'un acte notarié pour réitérer les droits réels nécessaires aux besoins de la distribution publique d'électricité sur les parcelles Les Plantés et cadastrées AO 306 et 346, ayant fait l'objet d'une convention de servitude signée le 15 septembre 2020. Donc, nous avions signé en 2020 une convention afin de mettre à disposition une parcelle, de mettre en place une servitude avec Enedis afin de constituer des droits réels nécessaires aux besoins de distribution publique d'électricité. Aujourd'hui, Enedis nous demande de signer cette convention par un acte notarié. Donc ce sont les mêmes critères et ça consent pour la commune une indemnité de 160 € qui nous sera versée. Merci. C'est un début de plan de financement de la place Docteur Valois. Pas de questions, donc là c'est une régularisation chez le notaire. S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Nous en avons terminé pour les points à l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions diverses ou des questions tout court? Franck? Il y a trois petites questions ou remarques. D'ailleurs, une petite remarque, mais ne le prenez pas mal. Ce soir, vous n'aviez pas le quorum pour tenir le conseil municipal sans nous. J'espère que ce sera mis à notre crédit d'être resté pour que le conseil municipal se tienne voilà, en bonne et due forme. Deuxième, et puis vous pourrez faire appel à M. Augier si jamais vous voulez avoir le quorum la prochaine fois. Il vient de temps en temps. Ouais, quand je suis pas là. Donc on se pose des questions. Le seul que j'ai raté, il était là. Oui, on se pose des questions encore. Mais la prochaine fois, je crois que le 9 juin, je vais avoir un problème. Donc prévenez-le que je ne suis pas là, qu'il peut venir. Non, plus sérieusement ou pas, j'ai pas pu assister à la commission ressources. Je vous avais envoyé un tableau parce que j'aimerais quand même qu'on se mette d'accord. Puisque la dernière fois, on n'était pas d'accord sur les chiffres d'augmentation. On m'a dit que je ne savais pas calculer. Donc je voudrais savoir qui de nous ne sait pas calculer. Voilà. Que les choses soient relativement claires. Donc je vous ai envoyé un tableau. Je peux me tromper, hein, je sais admettre mes erreurs. L'éducation, c'est essai, erreur, essai, erreur. Mais si je me trompe, j'aimerais que quelqu'un me le dise sur l'augmentation de la taxe foncière à Tunin. Donc je vous ai envoyé un tableau que j'ai moi-même fait. Alors voilà, il est sûrement perfectible, mais je voudrais qu'il soit validé alors par des élus, par des techniciens, par qui vous voulez. Mais je voudrais qu'on soit d'accord
sur l'augmentation de la taxe foncière. Voilà, donc je voudrais que vous me validiez ce tableau ou pas, ce soir ou dans les jours qui viennent. Mais je voudrais avoir une réponse sur ce sujet-là, s'il vous plaît. Alors, on a reçu le tableau, hein, donc j'avoue que j'ai pas bien compris non plus, puisque en plus tu parles de chiffres de 2021, alors que nous on parle de 2022-2023. Enfin, en tout cas pour nous aujourd'hui le sujet est clos. Il y a eu une commission, le budget a été voté, donc on pourra en discuter tous les deux en dehors, parce que moi je t'amènerai mon calcul aussi par rapport à toutes les tranches. Celui que j'ai fait par rapport à la taxe GEMAPI, taxe d'ordure, tout ça. Donc je te ramènerai mon exemple. Et puis on en parlera que tous les deux. Je pense qu'aujourd'hui c'est un sujet qui n'intéresse plus personne. Le budget est voté. Nous, on n'a pas eu de questions. Bon, on va, voilà. En tout cas, c'est pas l'objet de revenir sur des décisions qui ont été prises il y a un mois maintenant. Donc voilà. Donc en fait, les questions orales, on pose une question, mais on n'a pas la réponse. Si, j'ai répondu qu'on en parlerait tous les deux. Non, tu as répondu que j'aurais pas de réponse. Moi. Okay. Si, tous les deux, je t'ai dit. Mais je te donnerai mon calcul et puis après on verra celui qui se trompe ou pas. On est en conseil municipal, je pense que l'ensemble du conseil municipal a le droit de savoir. Mais tu leur as envoyé leur tableau, ton tableau, ils l'ont pas bien compris non plus. Donc moi, on le fera tous les deux, Franck. C'est marrant parce que je l'ai envoyé à Eric et il a compris. Mais... Ah ben voilà, donc c'est ce que tu dis, on est tous perfectibles en fait. Si vous ne comprenez pas mon tableau, c'est sûr qu'il y a quand même un souci. Bah, mais bon. Il y a deux multiplications à faire. Enfin, voilà. C'est pas assez détaillé en fait, Franck, le problème. Non, c'est pas ne pas détailler. C'est le calcul de l'augmentation. Oui, mais on va le faire. La dernière fois, vous m'avez dit que c'était 10% d'augmentation de la taxe foncière pour les gens. Moi, je dis que c'est pas ça. Voilà. Donc c'est un peu trop facile de dire on va augmenter la taxe foncière de 10% alors que ça est 12,5%. Donc après, bon, les gens, ils feront leurs calculs individuellement quand ils recevront leur note. Chacun. Et puis tu verras que tout le monde ne trouvera pas la même augmentation parce qu'on ne parle jamais des mêmes chiffres. Ce qui est le cas là dans ton tableau en fait. Évidemment que tout le monde a la même augmentation. Mais... Bon, ok, on en reparle. C'est quand même inquiétant que vous ne sachiez, que vous ne sachiez pas calculer. Ce qui est inquiétant, c'est que tu ne veux pas nous croire en fait. C'est plutôt ça qui m'inquiète. Non, mais... Ah bah, si, j'ai envoyé un fichier qui fonctionne. Donc... il est arrivé hier, le fichier qui fonctionne. Si. Oui, mais on avait un autre conseil municipal à préparer. Bon, on ne refait pas le débat sur le budget. C'était le 23 mars. Je veux juste que quelqu'un, effectivement, le directeur financier, me dise effectivement combien va augmenter la taxe foncière. Ok, voilà, on va reprendre l'exemple que j'avais fait la dernière fois. Voilà. J'ai tout sur ma taxe foncière à moi, donc il n'y a pas de problème. C'est tout ce que je demande. Deuxième question. Alors, Anne Drogo n'est pas là ce soir, donc ça m'embête, mais la dernière fois, on a eu un échange sur la crèche. Oui. Et Anne Drogo nous a dit qu'il n'était pas possible d'avoir une crèche PSU à Tullin. Donc, je vous ai dit que je vous avais demandé éventuellement d'appeler la CAF. Ça, vous m'aviez rionné. Donc, moi, je l'ai fait, la CAF, et ils répondent au téléphone, plutôt voilà, de façon très sympathique. Et moi, les réponses que j'ai eues de la CAF me disent qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas une crèche PSU à Tullin. Donc, je réitère notre demande. D'ailleurs, dans le cahier des charges, ça apparaît que c'est possible d'avoir une crèche PSU ou une crèche PAGE. Donc, je redis qu'il est possible d'avoir une crèche PSU à Tullin. Il y a quelques critères, notamment le fait que la commune participe, ne serait-ce que symbolique ou quasi symboliquement, au fonctionnement, pour qu'il y ait une crèche PSU. Nous, on aimerait qu'il y ait un engagement, on ne l'aura pas, mais en tout cas, nous, on se battra, que ce soit ici ou au CCAS, pour qu'on puisse implanter une crèche PSU. Ce serait un moindre mal, suite à la fermeture de la crèche, pour que les gens modestes de Tullin puissent accéder à cette crèche, contrairement à une crèche PAGE. Voilà. Donc, je voulais le redire, c'est faux de dire qu'il n'est pas possible d'avoir une crèche PSU à Tullin. Voilà. Alors, juste, on vient de mettre en ligne, en début de semaine, l'appel à projet, et donc, il y a la possibilité. Donc, il n'y a pas de problème, en fait.
Eh ben, il ne fallait pas qu'Anne Drogo nous dise que ce n'était pas possible la dernière fois. Ah non, Je vais rester là-dessus. mais parce qu'il y avait encore Donc à elle s'est travailler. trompée. Ok. Il y avait à travailler sur l'appel à projet, et donc aujourd'hui c'est ouvert, voilà, c'est dans l'appel à projet. Très bien. Donc Anne Drogo s'est trompée la dernière fois et ça a été corrigé. Très bien. Perfectible aussi, Anne. Très bien. Tant mieux. Ok. Et on se battra pour qu'il y ait une crèche PSU. Dernier petit point, quand ça concerne les subventions. Alors, j'ai été interpellé par le président des Amis du Vieux Tulin, je vous le dis, ça reste entre nous, hein, il y a des choses qui restent entre nous, puisque Alain Fernandez lui a indiqué que la subvention, il n'y a pas eu de subvention aux Amis du Vieux Tulin parce que l'opposition avait demandé à ce qu'il n'y ait pas de subvention aux Amis du Vieux Tulin. Je suis resté sur les fesses. Parce que je ne savais pas qu'on avait une telle influence. Voilà. Si on avait une telle influence, ce serait magnifique. Notre opposition, on peut supprimer des subventions. Donc j'aimerais que les choses soient clarifiées. Et au-delà de cette petite anecdote désagréable, il y avait un certain nombre, on n'a pas eu de compte-rendu de la commission où on avait voté l'ensemble des subventions, puisqu'on avait un tableau qui nous avait été distribué, un tableau papier. Il y avait des subventions qui ont été ensuite votées, d'autres qui ont été mis en suspens, etc. Donc on aimerait avoir un tableau clair de ce qui a été voté, pas voté. C'est vrai qu'on n'a pas fait, j'avoue, le travail comme c'était d'un côté le papier, de l'autre côté la délibération. Voilà. Donc on aimerait avoir pour la prochaine commission un tableau des associations qui n'ont pas eu de subvention pour qu'on puisse au prochain conseil municipal les étudier, et évidemment que l'opposition demandera à ce que les Amis du Vieux Tulin aient une subvention, quoi. Voilà. Par exemple, hein, je prends cet exemple, il y a de tête, il y avait d'autres associations dont on avait dit qu'elles étaient en suspens, alors que ce soit culturel ou sportif, etc. Mais, enfin, en sport peut-être pas, mais voilà. Donc, on voudrait que ces choses-là soient clarifiées d'ici le prochain conseil municipal. Et c'était la dernière question. Bien. Donc sur le tableau, il n'y a aucun problème, vous l'aurez, puisque celui-ci était présenté, et c'est ce qui a été voté au dernier conseil municipal. Concernant votre capacité à faire opposition, bah, c'est votre rôle. Et de refuser une subvention, ce n'est pas le cas. Par contre, elle était reportée comme 3 autres à la prochaine commission, puisque sur les comptes des budgets, il y avait effectivement des choses qui étaient non concevables avec le montant demandé. Donc, si ce n'est pas passé à la première commission, je le dis clairement aujourd'hui, c'est parce que nous n'étions pas d'accord communément sur le montant. Et par rapport au montant que j'avais proposé au départ. Je vous ai entendu, écouté, et je vous représenterai tout ceci, peut-être avec le même montant, puisque ça sera une décision que nous prendrons, mais ça sera fait à la prochaine commission avec le tableau de récapitulation. Et je ne crois pas que ce soit Michel Dubouchet qui vous ait dit ça. Bon. En tout cas, on est arrivé au bout de ce conseil municipal. Je ne rajouterai rien à ce genre d'échange. Pas de questions ? Allez, merci à tous. Rendez-vous le vendredi à 18h30. 9 juin, c'est un vendredi. Ne venez pas jeudi. Il n'y aura personne.